Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 30 juillet. Le président libanais Joseph Aoun achève sa visite officielle en Algérie, ponctuée par une déclaration conjointe à la presse faite avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune d'un dossier dans ce journal. Le Front Polisario répond au discours du roi Mohamed VI. La solution consensuelle réside dans un référendum déjà accepté par les deux parties en 1991. Bombardements et famine dans la bande de Gaza. L'entité sioniste fait au moins 61 martyrs, dont une cinquantaine attendant de recevoir des aides humanitaires. Alger insiste sur la solution à deux États, en passant par l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit de l'ONU. Et puis les autorités russes lèvent l'alerte au tsunami pour la péninsule du Kamtchatka après qu'un tremblement de terre de magnitude 8,8 a frappé ce mercredi Sekot. Bonsoir à tous. Le président libanais Joseph Aoun a achevé ce mercredi sa visite officielle en Algérie, une étape importante dans le processus de renforcement des relations fraternelles forte et enracinée entre les deux pays. Lors de cette visite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé un accueil officiel à l'hôte de l'Algérie avant de s'entretenir avec lui en tête-à-tête au siège de la présidence de la République. Des entretiens élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays. Et cette visite a été ponctuée par une déclaration conjointe à la presse faite par le président algérien avec son homologue libanais, un moment important pour l'avenir des relations bilatérales puisqu'il a été décidé notamment de la tenue de la première session de la commission mixte algéro-libanaise et l'activation du Conseil d'affaires conjoint. Par ailleurs, de nombreuses questions internationales ont été évoquées, à commencer par le génocide à Gaza. Mohamed Wali Ben Shaban. La visite officielle du président libanais Joseph Aoun en Algérie constitue une étape majeure dans le renforcement des relations entre Alger et Beyrouth. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de réactiver les mécanismes de concertation politique et de tenir prochainement la première session du comité mixte algéro-libanais. اتفقنا على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية اللبنانية لتكون منطلقا جديدا وإطارا دافعا لتعاون مثمر ومستدام تعاون يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك. L'Algérie réaffirme sa volonté de renforcer une coopération durable et avantageuse. ومن أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين إزاء كل هذه الملفات الحساسة حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي التي مع الأسف لم تعقد منذ تأسيسها عام 2002 وفي الختام أؤكد حرصنا القوي وإرادتنا الراسخة للدفع بعلاقاتنا إلى مستوى شراكة حقيقية يترجمها تعاون معمق وتشاور سياسي مستمر. Le président Aoun a salué le rôle constant de l'Algérie aux côtés du Liban, notamment lors des périodes difficiles.
Les domaines de coopération entre nos deux pays sont nombreux et revêtent une grande importance, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture, du commerce, de l'éducation, de la culture, de la santé, du tourisme, de la technologie, etc. La priorité aujourd'hui pour le Liban est de recevoir un soutien pour la reconstruction des infrastructures gouvernementales et des habitations détruites par les agressions et les guerres récentes. Nous ne voulons pas que le temps perdu et les mauvais choix du passé viennent anéantir une fois de plus les espoirs du peuple libanais de retourner dignement sur sa terre et d'y vivre avec honneur. Cette visite scelle une nouvelle étape dans les relations algéro-libanaises fondées sur le dialogue, la confiance et une ambition commune pour construire un partenariat stratégique et durable au service des deux peuples frères. Lors de cette visite, le président algérien, récipiendaire de la médaille Sadr de l'Ordre du Mérite national, a décerné la médaille Athir à l'hôte de l'Algérie en considération des relations fraternelles et d'entente entre les deux pays, l'Algérie et le Liban, à travers des positions historiques. إنما لتؤكد على مدى الأخوة والتفاهم وعلاقات الشراكة المثمرة بين البلدين ولا تنسى الجزائر مواقف ودعم الشعب اللبناني خلال ثورتها المجيدة ذلك الدعم الذي كرس ويكرس إلى الأبد عمق العلاقة ووشائح المحبة ووحدة المواقف الداعمة للقضايا العاجلة في العالم ولا غرو أن يلتقي تاريخ الجزائر المعاصر في القدم مع تاريخ لبنان بلد الأرز والعطور والمحبة والسلام. Avant d'achever sa visite officielle en Algérie, le président libanais Joseph Aoun s'est rendu ce mercredi à Jama al-Jazair dans le cadre de sa visite officielle en Algérie. Il était accompagné du ministre d'État algérien, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab. À cette occasion, Joseph Aoun a été accueilli par le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Husseini. Joseph Aoun a écouté à cette occasion un exposé détaillé sur ce pôle du juste milieu en Algérie. Toujours accompagné de Mohamed Arkab, le président libanais s'est également rendu ce mercredi à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger dans le cadre de sa visite officielle en Algérie. À cette occasion, l'hôte de l'Algérie et la délégation l'accompagnant ont écouté des explications sur ce monument religieux historique. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu à Alger le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le RND, Mounder Bouden, ainsi que le président du mouvement de la Société pour la paix, le MSP, Abdelali Hassani Shrif, à leur demande. Coopération algéro-éthiopienne, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi à Alger son homologue éthiopien, Gédion Timotheos, qui effectue une visite officielle en Algérie. La rencontre a permis de passer en revue l'état des relations algéro-éthiopiennes et d'examiner les moyens de maintenir leur dynamique positive, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 5e session de la commission intergouvernementale algéro-éthiopienne tenue en avril dernier à Addis Abeba. Les deux ministres se sont également concertés sur les principaux dossiers à l'agenda de l'Union africaine et échangé les vues et analyses sur la conjoncture régionale actuelle dans la région sahélo-saharienne et dans la Corne de l'Afrique.
En Afrique toujours, le Front Polisario a répondu au discours de Mohamed VI. La solution consensuelle réside dans le référendum déjà accepté par les deux parties en 1991. Ainsi, le Front Polisario et le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique ont affirmé dans un communiqué publié par le ministère de l'Information sahraoui que l'exercice du droit à l'autodétermination constituait une solution juste et consensuelle au conflit au Sahara occidental. Et pour évoquer ce dossier, nous avons en direct avec nous Al-Qanti Bala, ancien diplomate sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi avec nous la réponse du Front Polisario et du gouvernement sahraoui au discours du roi Mohamed VI. Pourquoi aujourd'hui, Al-Qanti Bala, le Maroc continue de fuir en avant et tergiverse alors que la solution est sur la table depuis des décennies, un référendum pour le peuple, pour l'autodétermination du peuple sahraoui? Sans doute parce qu'il n'y a pas une bonne volonté pour mener à bien ces négociations de bonne foi, telles que demandées par le Conseil de sécurité à maintes reprises. Et donc, sans bonne foi, il ne peut y avoir de négociations. Ça, d'une part. Et d'autre part, le Maroc a souvent signifié son refus catégorique d'entrer en négociation avec le Front Polisario, de la même manière qu'il a refusé clairement l'application du référendum d'autodétermination. Or, nous sommes éminemment en face d'un conflit colonial dont la solution a été préconisée par l'ONU en 1991 à travers un plan de règlement conçu par l'ONU et par l'OIA et accepté par les deux parties, qui consiste à exercer le référendum. Accepté par le parti, permettez-moi de le souligner, Al-Qanti Bala, accepté par les deux parties, c'est très important puisqu'aujourd'hui c'est le Maroc qui remet en cause ces accords. Le Maroc a souvent tergiversé quant à l'application de ce plan de règlement. Et il a à plusieurs reprises refusé les fondamentaux de ce plan, à savoir le référendum d'autodétermination et les négociations avec le Front Polisario. En plus de tous les obstacles qu'il a pu mettre ici et là pour gagner du temps. Et par conséquent, nous en sommes à 30 ans de ni paix ni guerre, de 30 ans de non-résolution de ce conflit, 30 ans de l'inefficacité de l'ONU malgré sa présence dans le territoire. Le Front Polisario et la République sahraoui ont répondu par ce communiqué présent à toute négociation de bonne foi avec la force d'occupation marocaine en vue de parvenir à une solution qui permette au peuple sahraoui d'exercer sans plus tarder. Et pourquoi cette solution effraie-t-elle tant l'occupant marocain? À l'autodétermination à travers le référendum. Pardon? Pourquoi cette solution de référendum effraie-t-elle tant le Maroc aujourd'hui? C'est tout simple parce que le Maroc est une force d'occupation. Il a envahi militairement le Sahara occidental, l'a annexé illégalement et il y exerce une répression féroce contre le peuple sahraoui. Et donc, il est certain que s'il en arrive à la solution démocratique préconisée par la doctrine des Nations Unies à travers le référendum, il perdrait ce référendum et donc perdrait la face. Et il ne voudrait pas ni perdre la face, comme l'a dit le roi marocain, et encore moins perdre le Sahara occidental. D'où ces tergiversations, ces blocages, ces refus successifs. Mais on finira par parvenir à l'application de la solution la plus démocratique, la plus légaliste, la plus juste, à savoir le référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et c'est très clair, Al-Qanti Bala. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien diplomate sahraoui.
Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 663e jour consécutif, faisant ce mercredi au moins 61 martyrs, dont 49 qui attendaient la distribution des aides humanitaires. Au cours des dernières 24 heures, les corps de 104 martyrs et 399 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza, qui ont également enregistré 7 décès en raison de la famine et de la malnutrition. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est élevé, s'est alourdi à 60 138 martyrs et 146 269 blessés. Et les forces de l'entité sioniste continuent de cibler délibérément les Palestiniens qui attendent de recevoir les aides humanitaires. Devant l'hôpital Al-Shifa, plusieurs familles sont venues pleurer leurs proches assassinés pour un sac de farine. Vous pouvez demander à n'importe qui, pendant 3 ou 4 jours, on n'a rien trouvé à manger. Soit les gens mouraient de faim, même dans les unités de soins intensifs, on les retrouvait affamés, sans rien à manger. Soit nous mourions dans les lieux de mort, de massacres et de destruction, ou nous allions chercher à manger, mais nous finissons par ramener nos enfants pour les enterrer. Si le point de passage s'ouvrait, la nourriture simple et vitale que Dieu Tout-Puissant a fournie à toute sa création serait accessible, facile et bénie. Mais aujourd'hui, elle est devenue difficile, trempée de sang. Et devant cette situation, le PAM, le Programme alimentaire mondial, pourrait officiellement déclarer une famine dans la bande de Gaza, à moins que les conditions ne s'améliorent drastiquement, soulignant que cela représenterait la 5e famine du siècle. Si nous obtenons une pause, nous attendons à ce que ces indicateurs s'améliorent et à ce que la situation évolue dans la bonne direction. Or, si cela ne se produit pas, nous assisterons à une famine qui se confirmera et qui touchera de plus grandes zones. Depuis l'existence du système IPC, il n'y a eu que 4 famines au cours de ce siècle. En Somalie en 2011, au Soudan du Sud à 2 reprises, puis au Soudan qui est toujours en cours. Cela montre donc qu'il s'agit d'événements très rares et très graves et que nous devons réagir dès maintenant à grande échelle, comme l'ont souligné mes collègues. Au volet diplomatique, l'Algérie, fidèle à ses positions en faveur de la question palestinienne, a affirmé par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, que la promotion de la solution à 2 États passait par l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit de l'ONU, appelant à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel à Gaza. C'était lors de la conférence de haut niveau des Nations Unies sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à 2 États. À un État indépendant, souverain de Palestine, avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Cher coprésident, Alger est la capitale de mon pays. Et en 1988, nous étions témoins de la volonté de création de l'État de Palestine. Aujourd'hui, nous n'avons de cesse d'appeler à l'action et non plus aux paroles. Et nous proposons 3 mesures claires. Premièrement, la solution à 2 États doit être renforcée. Il faut donc octroyer à l'État de Palestine le statut d'État membre à part entière aux Nations Unies. L'Algérie a été le premier et jusqu'à présent le seul pays à faire cette demande officielle au Conseil de sécurité en janvier dernier. Cet appel a été appuyé par la majorité écrasante des membres du Conseil de sécurité. Et nous sommes prêts à le refaire. Deuxièmement, la reconnaissance doit répondre au mépris. L'Algérie a été le premier pays à reconnaître l'État de Palestine il y a 37 ans. Et aujourd'hui, nous appelons toutes les nations qui ne l'auraient pas encore fait à rattraper leur retard, à rattraper le cours de l'histoire. Troisièmement, les Palestiniens doivent être émancipés sur leur territoire
Le déplacement doit être rejeté. Les territoires doivent être protégés. Les colonies doivent être illégales. L'impunité doit cesser. En parlant des Nations Unies, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le siège de l'ONU à New York pour dénoncer le génocide qui est en train de commettre l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et mettre fin à la famine provoquée par le blocus sur l'enclave palestinienne. Et toujours au volet diplomatique, Malte reconnaîtra officiellement la Palestine comme État lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre maltais, Robert Abela, sur les réseaux sociaux. La déclaration du Premier ministre maltais est intervenue quelques heures après une annonce similaire du Premier ministre britannique Keir Starmer de reconnaître un État palestinien en septembre, à moins que l'entité sioniste ne prenne des mesures substantielles pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza. La raison pour laquelle nous avons annoncé cela de manière dont nous l'avons fait lors de l'Assemblée générale en septembre est précisément parce que je veux m'assurer que cela contribue à changer les conditions sur le terrain et à garantir que l'aide arrive, en veillant à ce qu'il y ait un espoir d'une solution à 2 États pour l'avenir. La seule façon de mettre fin à cette crise humanitaire est de parvenir à un règlement durable. Nous soutenons donc les efforts des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour obtenir un cessez-le-feu vital. Ce cessez-le-feu doit être durable et déboucher sur un plan de paix plus large que nous élaborons avec nos partenaires internationaux. Ce plan assurera la sécurité et une gouvernance adéquate à Gaza. Ces reconnaissances en cascade en faveur de la Palestine peuvent-elles renverser la tendance aujourd'hui, ou du moins stopper l'effusion de sang? Élément de réponse avec Leila Guertal. Un nombre d'États envisagent de reconnaître l'État de Palestine à l'ONU où se déroulent les discussions. Les déclarations vont toutes dans ce sens, pour ne pas dire une belle majorité. Septembre sera ainsi le mois de la reconnaissance de l'État de Palestine de plusieurs capitales occidentales. Quelle avancée, dirons-nous. Mais voyons cet aspect sous un angle différent que celui de la victoire au profit de l'État de Palestine. L'Algérie, en ce sens, a bien recadré les choses par le biais de son ambassadeur à l'ONU, Ammar Benjama, qui a été sans embâche dans sa déclaration. La reconnaissance de l'État de Palestine passe d'abord par son admission comme État membre au sein de l'ONU. Ensuite, et surtout, avant toute reconnaissance, aussi louable soit-elle en faveur de la Palestine, rien de cela n'aura d'effet sans le cessez-le-feu immédiat et définitif à Gaza. En effet, à quoi sert une reconnaissance de l'État de Palestine si elle ne contribue pas à stopper le génocide, si elle ne lève pas la faim sur tous les Gazaouis, si elle n'ouvre pas les passages pour l'acheminement de l'aide, si elle ne contribue pas à délivrer les Palestiniens du joug colonial sioniste? Bref, si la reconnaissance ne constitue qu'un faire-valoir pour ces États soumis à la pression de leur peuple et de leur responsabilité devant l'histoire, alors celle-ci restera comme toutes les autres qui l'ont précédée, lettre morte, avec en option le flagrant aveu d'échec et d'impuissance face à la suprématie américano-sioniste. Dans l'actualité également, les menaces de sanctions proférées par le président américain Donald Trump contre la Russie en raison du statu quo du conflit russo-ukrainien ne semblent pas intimider Moscou. Le Kremlin a d'ailleurs déclaré ce mercredi qu'il continuait de prendre en compte toutes les déclarations faites par le président américain, mais que la Russie avait acquis l'immunité contre les sanctions. Safwan Belsabri. Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis allaient imposer des droits de douane et d'autres mesures à la Russie sous un délai de 10 jours si Moscou ne montrait aucun progrès vers un cessez-le-feu en Ukraine où le conflit dure depuis 3 ans et demi.
La Russie, de son côté, déclare avoir appris à s'immuniser contre les sanctions occidentales liées à ce conflit. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, ajoutant que Moscou continuait de surveiller les déclarations de Washington à ce sujet. Moscou réaffirme l'impact négligeable des sanctions de l'Europe et des États-Unis sur son économie, alors que les élites européennes promettaient de mettre à genoux l'économie russe. Il s'est avéré que celle-ci a connu une croissance plus soutenue que celle des pays occidentaux. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a quant à elle qualifié la menace de nouvelles sanctions de routinière. Allant plus loin, le ministère des Affaires étrangères a trouvé étrange que les États-Unis et l'Europe n'aient pas encore compris que de telles mesures ne faisaient que nuire aux économies occidentales. Depuis le début du conflit, la Russie a réussi à contourner une large partie des sanctions. 18 packs de sanctions au total. Moscou a réussi à surmonter ce défi notamment grâce à des partenaires tels que le Kazakhstan ou à ses relations économiques et politiques renforcées avec la Chine. Et enfin, je vous le disais en titre, les autorités russes ont levé l'alerte au tsunami pour la péninsule du Kamtchatka après qu'un tremblement de terre de magnitude 8,8 a frappé ce mercredi ses côtes, selon l'antenne locale du service géophysique unifié de l'Académie des sciences de Russie. Le séisme le plus fort dans la région depuis 1952 s'est produit dans la région de la baie d'Avacha. Le tremblement de terre a déclenché un tsunami avec des vagues atteignant 3 à 4 mètres le long des côtes de la péninsule du Kamtchatka. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.